Si c'est pas une réelle passion ou s'il y a plusieurs envies, eh ben va à celle qui, je sais pas, te rassure le plus, enfin celle qui te correspond le plus, ou celle qui te fait le plus rêver, ou celle que tu penses va. Et si tu dois changer, c'est pas grave, on a tous changé et on change, et même à, je vois, 40 ans, 50 ans, 60 ans, on change encore. Mais même dans les métiers passion qu'on choisit, il y a une évolution. Oui. Moi, je savais très bien que je resterais pas toute ma vie dans un salon, par exemple. Alors, je sais pas encore dans 10 ans où je serai, mais je sais que je vais évoluer. Voilà, Ouais, c'est ça. On évolue dans notre passion. On peut... en coiffure, on peut se dire je serai jamais enseignante, et puis en fait on a fait le tour un peu de ce qu'on voulait et hop, on décide. Il y a une opportunité et tu touches à ça et tu dis c'est pas mal dans ce contexte. Voilà. Hello, bienvenue sur le podcast multiculturel qui va explorer les pourquoi. Avec Pourquoi t'as fait ça, je vais à la rencontre de personnes qui ont fait un choix de cœur pour façonner leur vie idéale et réaliser leurs grands rêves. Mais c'est aussi le lieu pour se questionner sur certaines pratiques de mon domaine de prédilection, le marketing digital. Moi, je suis prête. Et toi ? Let's go ! Hello Marion. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir dans le podcast Pourquoi t'as fait ça ? Est-ce que tu peux déjà, pour commencer, te présenter parce que les auditeurs ne me connaissent pas. Peut-être certains, sûrement certains, qui sont passés entre tes mains des doigts de fée, mais on ne sait pas. Alors, je m'appelle Marion, j'ai 36 ans. Je suis coiffeuse à domicile, à mon compte depuis bientôt 7 ans. Voilà, en ce qui concerne... Très bien. Ma profession. Très bien, très bien. Pour donner un peu de contexte aux auditeurs, on se connaît déjà depuis plusieurs années. Je ne saurais pas dire à peu près plus de 15 ans, presque 20 dans l'idée. Voilà, si on est... on s'est rencontrés dans notre école de danse. Oui. On a fait de la danse ensemble pendant plusieurs années. Et on a aussi fait plein d'autres choses en dehors de la danse. Et tu m'as accompagnée dans mes débuts d'auto-entrepreneur. Oui. Du coup, on faisait des shootings photos produits, des immersions vie ma vie de Marion Deltaï pendant une journée. Des vidéos, on était très inspirés. Et on avait du temps, je crois. C'est ça, je crois qu'on avait du temps. On avait du temps. À l'époque. Et puis, tout ce qu'on faisait, c'était génial. C'est ça. Donc, comme ça, j'alimentais les réseaux sociaux de Marion. Et d'ailleurs, on a un projet de site web. On n'oublie pas, pendant ton congé maternité. Toujours des projets. Sauf qu'on trouve moins le temps facilement. Mais on en a plein, même mieux encore. Mais bon. On va trouver. Le concept du podcast, il est vraiment sur déclencher chez les auditeurs, en fait, des déclics pour qu'ils puissent, tu vois, faire de leur vie quelque chose à leur image, oser faire les choses qu'ils veulent et prendre des décisions peut-être qui font peur, mais qui sont totalement alignées avec eux. Et j'ai pensé à toi pour le podcast parce que il me semble, en tout cas moi de l'extérieur, mais du coup tu vas avoir le temps d'en parler, que toi tu as fait ces choix-là et que tu t'es priorisé et que tu as choisi de façonner un peu ta vie comme tu le voulais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'en es arrivée à être à ton compte coiffeuse à domicile ? Alors j'ai commencé dans des salons. Moi à la base, quand j'ai fait de la coiffure, c'est un métier que je voulais faire depuis toute petite. Bon, j'avais certains rêves où je disais souvent je serais coiffeuse mais pas coiffeuse. Ça signifiait que je bosserais pas dans un salon. Bon, on comprend très vite qu'on est obligé de passer par là. Mais par contre, j'avais jamais eu le rêve d'être forcément à mon compte, d'avoir mon salon. Donc j'ai commencé j'ai fait que des petits salons indépendants sur Massy. Après je suis allée sur Paris.
Et en fait, ce qui m'a poussée à me mettre à mon compte, ça a été vraiment l'ennui. Je me suis mise à m'ennuyer là où j'étais, à voir que j'évoluerais pas. Et ce sentiment d'être un peu emprisonnée, en fait, dans certaines cases où tu es un peu obligée, dans des salons, de respecter certains codes. D'accord. Et en fait, ça m'a poussée. Je me suis dit peut-être qu'il faut que je change encore de salon. Et puis non, je me suis mise en fait à domicile, à mon compte, en me disant que ce serait la vraie liberté, quoi. Sans vraiment savoir si je me trompais ou pas, mais en tout cas, c'était mon idée. Et puis, j'avais pas d'objectif particulier, en fait. C'est juste que j'avais envie surtout de faire comme j'ai envie. Donc, si je devais passer 3 heures chez la cliente, j'ai passé 3 heures. Si j'avais envie de passer 6 heures, j'ai passé 6 heures. Si j'avais envie de faire... voilà. Et tu faisais à ta manière, Je quoi. faisais à ma manière. Et puis, je pouvais faire des formations, parce qu'en salon, on te forme, mais en fait... tu te rends compte que c'est compliqué, on t'emmène pas tant que ça en stage, enfin tout dépend les salons, mais en tout cas ceux que j'ai fait c'était pas le cas. Voilà, c'était vraiment me donner toutes mes chances. Okay. Et pour pouvoir après accéder peut-être à justement mes premiers rêves, peut-être plus facilement en étant à mon compte et solo. Non, on n'est jamais solo, mais voilà. Ouais, avec tes règles, quoi. Voilà, avec mes propres règles. J'aime bien... avoir mes propres règles, en fait. J'aime pas être dirigée, finalement. On comprend. Mais donc, voilà. Je vais revenir sur quelque chose que tu as dit qui me paraît super intéressant. Tu disais que même dès le début, tu disais que tu voulais être coiffeuse, mais pas en salon. Oui. Pourquoi t'avais cette idée-là ? Quelle image t'avais ? C'était le salon... Je pense quand j'étais petite, ça restait du travail. Il y avait un cadre. Que moi, vraiment, la coiffure, c'est venu, je peux même pas expliquer comment, c'est venu naturellement. Je coiffais mes copines, je coiffais mes poupées, je me coiffais moi, mais même à 4, 5 ans. Et pour moi, c'était... On a des photos qu'on mettra. Oui, on a des photos. Qu'on partagera sur le compte du podcast. On a des témoignages aussi. Parce qu'il y en a, elles sont restées très longtemps sous mes mains, alors qu'il faisait beau et qu'elle pouvait aller à la piscine. Et du coup... Et en fait, pour moi, c'était comme si le milieu du spectacle, de la mode, de coiffer, en fait. Voilà, de coiffer en dehors du cadre du salon. Donc je disais coiffeuse, mais pas coiffeuse, mais c'était de coiffer en fait. C'était de créer, de coiffer. Donc c'était le côté artistique en fait que tu voulais vraiment avoir. Et est-ce que c'est par rapport à ce que tu voyais du travail de ton entourage qui du coup a nourri le fait en toi de pas vouloir travailler, et que du coup c'était peut-être trop contraignant et tu voyais ça trop contraignant? Je crois franchement non, pas de mon entourage. Je trouvais ça tout à fait normal et je me posais pas de questions mais pas pour toi. Ce soit bien ou pas bien, mais moi en fait c'était je bosserais pas longtemps dans un salon. Bon, c'est faux, au final après j'ai rencontré du monde, ils m'ont expliqué et j'ai compris par quoi je devrais passer. Mais je pense qu'au fond, c'est pas anodin que j'en sois arrivée à mon compte, même si... Et en même temps, je disais, mais j'ai pas envie d'être patronne. Ça m'intéresse pas d'avoir un salon, ça m'intéresse pas de diriger des gens. En fait, moi, je veux m'amuser en coiffure, en fait. Mon métier, je veux gagner ma vie en te coiffant. Voilà, tu vois un chignon, et ben moi, je te coiffe des heures, et voilà. Et c'est génial. Donne-moi à manger. Je suis contente de ce que je fais. J'ai pas l'impression d'aller bosser. Voilà. Okay. Bon, après, on comprend qu'il y a, comme on dit, un peu dans chaque métier, il y a le travail, comme on dit, alimentaire. Et puis après, il y a la créativité. Vivre, je pense, que de création. Mais t'as grandi avec un peu de raison, du coup. Oui, après, j'étais quand même raisonnée. J'ai une mère comptable. Donc ça rappelle alors j'avais quand même certaines directives. Mais non, mais voilà. En fait, c'était vraiment... et j'ai jamais lâché...
je savais que c'était ce métier que j'allais faire. Et puis même après, je savais que même encore, je ferais pas autre chose que de la coiffure. J'évoluerai dans le milieu de la coiffure. C'est quelque chose qui me... Et tu dis, petite, tu pourrais même pas dire quel est le point de départ, en fait. Tu as toujours eu ça. Est-ce que, du coup, t'avais des... Parce que dans le podcast, on parle beaucoup de représentativité, justement, et du pouvoir de la représentativité ou le fait d'en manquer. Parce que déjà, quand t'es enfant et que tu vois pas certains trucs, bah, tu sais pas que ça existe, en fait. Donc, du coup, tu peux pas dire, bah, je veux être ça, parce que tu sais pas trop que ça existe. Toi, est-ce que, dans ton entourage, t'avais quelqu'un dans ce milieu-là ou des choses que tu regardais peut-être à la télé ou... Ben, je me souviens que du côté de mon papa, ils étaient coiffeurs, mais c'est pas forcément eux qui m'ont donné envie. Après, je me dis, bah, c'est un lien de famille, donc le côté un peu génétique, il y a peut-être quelque chose, en fait, finalement, un peu lointain. Ouais. Mais vraiment, il y a personne qui m'a donné envie. Enfin, je sais pas, quand on a, en vrai, 3-4 ans et qu'on... Ouais. C'est une passion, on se met quoi. à se coiffer toute seule et qu'on s'occupe de ses poupées naturellement. Enfin, je sais pas, à 3-4 ans, j'ai pas de souvenir de me dire que j'avais vu un tel ou un tel. Enfin, non. Et puis en plus, ma mère, elle détestait me coiffer, par exemple. Par contre, elle adorait aller chez le coiffeur et changer de tête. Ouais. Mais elle m'a pas transmis ça. Pour elle, c'était limite une corvée de devoir me coiffer. Donc elle était bien contente que je fasse mes couettes très asymétriques et pas très jolies, mais j'ai des photos aussi. Mais je me coiffais toute seule. C'est que je vois la photo, J'avais 4 en fait. ans. Voilà, c'est quand même bien. Carrément. Mais non, j'ai pas du tout. Tu sais que quand tu me racontes ça, je vois Marley, donc pour les auditeurs, Marley, c'est mon fils de 2 ans, qui fait du ménage tout le temps depuis déjà 1 an et demi. C'est pas toi. Et voilà, c'est pas moi, ça ne vient pas de moi. J'ai peut-être été un peu loin, mais en tout cas, l'image quel représentant, c'est ça. non, il n'y en a pas. C'est ça, je suis plutôt bordélique que très rangée. Et je me dis, ça se trouve, il va être un spécialiste du ménage. Shiva va se transformer en Marley. Non, mais c'est fou, je me dis... j'en ai parlé à plusieurs reprises avec des gens, justement, de savoir est-ce que ça leur venait de leur enfance, est-ce qu'il y a un lien entre ce qu'ils font aujourd'hui. Et au final, il n'y a pas tant de monde que ça qui avait, tu vois, une passion ou quelque chose vraiment de très significatif pour que tout le monde, tu vois, s'en souvienne et dise, ah bah, de toute façon, mais ça m'étonne pas que... Par exemple, j'imagine que ton entourage ne sont pas du tout étonnés du métier que tu fais par rapport à comment tu étais petite. Mais c'est pas forcément, tu vois, évident. Est-ce que toi, d'avoir, tu vois, cet intérêt très marqué des petites, est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que par rapport, tu vois, par exemple, à tes copines, etc., toi, tu savais, du coup, tu étais un peu plus en confiance par rapport à ce qui allait venir, alors que, tu vois, il y a des gens, ils ont pas du tout de passion, ils savent pas, et du coup, ils sont un peu perdus parce que c'est pas l'école qui t'aide, forcément, on le sait. Je me posais pas de questions, en fait. Ouais. Je l'ai vu, et je l'ai surtout vu au moment du bac, où en terminale, on doit faire nos choix. Et en fait, moi, c'était réglé. Enfin, je me demandais même pas si j'allais continuer toute ma vie là-dedans ou pas. En fait, je cherchais pas de BTS, je m'intéressais pas aux IUT. Moi, mon objectif, c'était d'avoir un bac, n'importe lequel. Donc, j'ai pas le niveau pour ES, c'est pas grave. Je vais aller chercher celui d'en dessous. Il me fallait un bac pour commencer ce que je voulais faire. Et j'avais pas peur. Enfin, vraiment, je me suis pas posé de questions. J'avais pas peur. La seule crainte, c'était peut-être de pas réussir à trouver une école. Fallait chercher, trouver un employeur. Mais en tout cas, dans le domaine où j'allais, je me disais pas, mais est-ce que ça va te plaire toute ta vie ? Est-ce que tu vas faire ça tout le temps ? Est-ce que tu choisis la bonne école ? Je me posais même pas cette question. Ça, c'est une vraie chance, hein, je pense. Hein. Ça a été... vraie chance. Oui. Et puis moi qui me prends beaucoup la tête,
je me dis, on m'a facilité le travail quand même, vraiment, à ce niveau-là. Parce Là-haut, que... ils ont dit non. Oui, pour on va Marion, pas- non. Non. Donnez-lui une passion dès l'âge de 2 ans, s'il vous plaît. Exactement. Parce que le problème, c'est que là, après, ça va être... Au moins, mais ça après, va. j'avais pas peur non plus si ça me plaisait pas. En fait, le parcours que j'avais fait, c'était si tu as un bac, tu as une sécurité et tu pourras rebondir justement sur ces BTS, ces IUT. Tu pourras aller dans de la com, tu pourras... Bon, je m'y intéressais pas, mais en fait, je me disais, mais si Tu jamais dis au la pire, coiffure, vraiment, ça te plaît pas, ce qui c'était impossible, mais bon, bah c'est pas grave, t'as un autre bagage. Donc j'étais pas inquiète, et je pense que, alors ça je le savais pas à cet âge-là, mais en fait je suis pas inquiète pour au niveau des changements professionnels. Pour moi, les reconversions, elles se font à tout âge en fait, elles se font à n'importe quand, donc c'est pas quelque chose qui me fait peur en fait. C'est vrai que c'est important et à l'école, je pense qu'on nous le dit pas et on nous met beaucoup de pression sur le choix qu'on va faire, etc. C'était comme si le choix qu'on fait, enfin je le ressentais auprès de mes camarades, c'est mais si je choisis ça, je peux pas changer dans 2 ans en fait. Ou est-ce que j'aurai envie d'être dans la com toute ma vie, dans la banque toute ma vie, dans, je sais pas, ces IUT où après c'était plus vaste, dans la chimie, dans la... Bah, si c'est ce qui te plaît, vas-y. Et si dans 5 ans, ou même 2 ans, ou même 1 an, tu dois changer. Exactement. Et puis en plus, surtout que, même on le voit là avec les... Ben moi, je le vois avec les jeunes que je coiffe, où ils sont au niveau bac. Non, mais j'ai l'impression que 1 sur 2... au milieu de l'année qui suit, il change de direction. En fait, j'ai envie de dire, mais ne vous prenez pas la tête, vous allez changer sûrement de direction, sauf si tu as une passion. Ouais. Et si c'est pas une réelle passion ou s'il y a plusieurs envies, eh ben va à celle qui, je sais pas, te rassure le plus, enfin celle qui te correspond le plus, ou celle qui te fait le plus rêver, ou celle que tu penses va. Et si tu dois changer, mais c'est pas grave, on a tous changé et on change, et même à, je vois, 40 ans, 50 ans, 60 ans, on change encore. Donc y a pas heureusement qu'on fait ça en fait, parce que on n'est pas la même personne, tu vois, au lycée que quand t'as 30 ans, que quand t'as 50 ans, etc. Par rapport aussi aux trajectoires de vie, à ce qui s'est passé et à de la connaissance de soi en fait. Mais même dans les métiers passion qu'on choisit, il y a une évolution. Oui. Moi, je savais très bien que je ne resterais pas toute ma vie dans un salon, par exemple. Alors, je ne sais pas, et je ne sais pas encore dans 10 ans où je serai, mais je sais que je vais évoluer. Voilà, c'est ça. On évolue dans notre passion. On peut... en coiffure, on peut se dire je serai jamais enseignante, et puis en fait on a fait le tour un peu de ce qu'on voulait et hop on décide. Il y a une opportunité et tu touches à ça et tu dis c'est pas mal dans ce contexte. Voilà. Même dans notre passion, dans nos choix de profession, on évolue. Après, en ce qui me concerne, c'est sûr que il ne faut jamais dire jamais, mais je pense que la coiffure, je vais évoluer là-dedans toute ma vie parce que c'est réellement quelque chose qui me fait vibrer, c'est ce qui me correspond. Je me vois pas faire. Et c'est sûr quand après toutes ces années où tu l'as exercé et que tu vois que ça te fait encore vibrer, à un moment tu vois pas pourquoi ça changerait d'un seul coup comme ça. Tu rends les gens, à la base tu rends les gens encore plus beaux qu'ils ne le sont. Et puis la coiffure, c'est voilà, tu connais en fait le métier, t'apprends toujours, tu t'es jamais 100% sûr de ce que tu fais, donc ça peut être un peu côté insécurité, mais en même temps c'est ça le charme du métier, t'apprends tout le temps, t'es tout le temps surpris. Du coup il y a pas mal d'échecs aussi, il y a beaucoup de remises en question, mais il n'y a pas de règles en fait. Pareil dans la coiffure, dans le cheveu, donc c'est ça qui me plaît aussi. Qui te plaît, ouais. Attends, parce que j'avais plein de choses qui venaient. Déjà, par rapport à ce qu'on disait sur le fait qu'il y ait plein de chemins,
Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'arrêterai pas de répéter à mes enfants parce qu'à l'école, on nous dit trop, genre c'est ultra important, tu vois, de choisir, il faut que tu choisisses le bon truc, etc. etc. Et du coup, il faut être plus détente avec ça et dire qu'on va explorer, en fait, et puis qu'on va voir ce qui nous plaît, parce que ne pas savoir ce qui te plaît réellement à 18 ans, c'est normal, enfin, c'est pas grave. Et là, ta réflexion par rapport à la génération d'aujourd'hui, je trouve qu'ils sont plus à même de justement switcher, changer, etc. Ça, c'est clair. Mais du coup, c'est un peu à double tranchant de ce que je peux voir, moi, dans mon activité. C'est que des fois, ils prennent pas le temps d'aller au fond des choses pour vraiment, tu vois, explorer le domaine ou ils vont voir quelques petits trucs, ça va pas leur plaire, ils vont bouger, tu vois. Ouais. Et du coup, des fois, c'est dommage parce que dans chaque, comme tu le disais, tu vois, dans chaque activité, dans chaque profession, il y a souvent des tâches ou des missions, des actions qui sont pas folles, tu vois, mais qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'activité. Et il faut pouvoir assez explorer le domaine quand même pour voir, tu vois, la part entre les actions que t'aimes pas trop et celles que t'aimes beaucoup, parce qu'au final, ça se trouve, le delta, il est tellement grand que les actions que t'aimes pas, ça va passer inaperçu dans ton quotidien. Et je trouve que parfois, ils switchent beaucoup trop vite. Enfin, il n'y a pas le temps, tu vois, de vraiment se dire est-ce que c'est pour moi ou pas. Après, je sais pas si c'est bon ou mauvais, ou en tout cas, ils vont beaucoup plus explorer que notre génération. Mais c'est vrai que des fois, je me dis c'est un peu risqué. Mais après, de te dire, non, il n'y a rien qui me plaît, mais en fait, tu n'as rien exploré à fond, quoi. Je pense qu'après, quand tu as une idée, ça dépend pour quelle raison tu vas dans ce domaine. Soit c'est quelque chose qui te plaît vraiment et tu as conscience que dans les débuts, tu vas pas faire des choses intéressantes. Je prends l'exemple de la coiffure. Si une nana, elle va dans la coiffure en se disant qu'elle va tout de suite coiffer, et qu'en fait, tu passes le balai, tu mets le minuteur et tu apprends juste à faire des couleurs, sauf certains salons où je pense que maintenant, on essaie un peu plus d'utiliser le potentiel de l'apprenti. C'est sûr que si tu y vas comme ça en te disant c'est sympa, je sais pas, mais tu restes pas. Ouais. Mais quand tu sais et que tu as une idée précise, de toute façon, tu te dis non, mais je me conditionne, c'est qu'un passage, moi, je sais où je veux aller et je sais pourquoi je fais ça. En fait, je pense que tu explores plus facilement. Parce que j'aurais pu... moi, il y a des moments dans mon apprentissage, je me suis dit, mais est-ce que c'est ça que je veux faire ? Mais en fait, mais oui, c'est ça que tu veux, mais là, t'es apprenti, en fait. Donc, laisse-toi guider. Oublie pas tes rêves, oublie pas où tu vas avec ce bagage-là, où ça va t'amener. Mais je pense que c'est quand vraiment t'aimes dans n'importe quel domaine, je sais pas, même que ce soit de la psychologie, que ce soit dans de la com, que ce soit dans le secrétariat, je pense dans n'importe quel domaine lambda, si tu y vas parce qu'il y a quelque chose qui t'attire vraiment là-dedans, je pense que tu verras au-dessus. Et ceux qui arrêtent, c'est que dans le fond, mais c'est pas un mal, c'est juste que ils avaient choisi ça comme ça et qu'ils voient pas plus loin, en fait. Ouais, je pense du coup le plus important, ce serait de bien se connaître et d'essayer de trouver au fond de soi ce qui nous motive le plus, ce qui nous fait vibrer, comme tu disais. Et puis d'écouter, parce que c'est sûr que tu vas tomber, moi je sais, je suis tombée sur tous les patrons qui vont me dire ah non mais ça, oui mais ça c'est du rêve, ça c'est du m'as-tu vu, oui mais tu sais les stages, oui, mais parce que eux déjà ils ont 20 ans de carrière, ils ont d'autres objectifs, ils sont dans d'autres vies, donc en fait il faut les écouter parce qu'ils n'ont pas tort. Mais il ne faut pas oublier de dire oui, mais toi, en fait, tu me dis tout ça parce que tu es déjà passé par là. Et moi, j'y suis pas encore passée. Et peut-être que je penserai comme toi dans 10 ans, ou peut-être que de ça, je vais en faire autre chose, moi. Oui. Donc, c'est important de
ils disent pas n'importe quoi. Mhm. Faut écouter. Mais il faut aussi s'écouter soi. Et au moment où tu fais ce mix, en fait, t'avances. Et puis, on l'entend tout le temps. On dit, des fois, il y en a, ils te disent c'est pas possible parce que c'est pas possible pour eux. Mhm. Mais c'est peut-être possible pour toi. C'est ça. Et tu sais pas encore comment tu vas le faire, mais tu le feras, en fait. Ouais. Mais bon, ça, après, c'est une façon de penser. C'est un peu tout ce qui est loi d'attraction. Ouais. Est-ce qu'on y croit, pensée positive. Ouais. Voilà. Après, Non, ça, c'est très important. mais ça, c'est propre à... Voilà, c'est propre à chacun. Oui. Moi, c'est quelque chose auquel je crois. Et avant, je savais pas que j'y croyais. Mais je pense que mais j'avais tu ça faisais en confiance. moi. Oui. Tu faisais confiance. Oui, j'écoutais. J'écoutais, mais ça me décourageait pas parce que de toute façon, c'était ce que je voulais faire. Hein. J'ai déjà entendu, mais est-ce que tu es vraiment faite pour la coiffure ? Franchement, ça je sais même pas comment dire. Non, mais ça vexe un peu, mais je crois que tu m'as pas vu. En fait, tu me connais pas assez. Ouais, voilà. En fait, je me suis dit, mais je calcule même pas cette phrase en fait. Voilà, parce que je savais. Mais je savais que j'avais encore plein de choses à apprendre. C'est pour ça peut-être que je patouillais. Et puis après, il y a nos tempéraments. Moi, je suis aussi un peu, je dirais, une feignante parfois. J'aime bien des fois que tout soit direct, que je comprenne tout comme ça. Quand je vois qu'il va falloir que j'y passe des heures et que je sens que c'est obligé d'y passer des heures, ça va me bloquer. Alors que pourtant, on en a déjà parlé, je pouvais petite passer des heures à coiffer mes poupées et c'était pas un problème pour moi, mais c'était un choix. Dès que je sentais, c'était oui, mais il va falloir que tu fournisses tout ce travail pour arriver là. Là, c'était comme si on me donnait une directive et je disais, non, là, j'ai plus envie, quoi. Alors qu'en fait... Mais ça, c'est le truc, je pense qu'on perd un peu, le truc de l'enfance, où on se soucie pas, on est à fond. En fait, on arrive... J'ai l'impression que quand je vois mes fils, c'est comme si ce qu'ils étaient en train de faire là, à l'instant T, était la seule chose qui existe au monde. En fait, ils arrivent à profiter de l'instant présent à une telle puissance que t'es là, tu dis non mais attends, là il y a ça, toi t'as 10 000 trucs dans la tête, t'anticipes des choses, rien du tout. Ils pensent qu'à ce qui... Là, vraiment, à la tâche qu'ils font, elle peut durer 30 minutes, 1 heure, y passer, parce que moi je me revois y passer des heures, sans que ça me fatigue et sans penser à autre chose. Et puis à un moment, j'en ai marre. Voilà. Voilà, j'ai pas envie, j'ai plus envie et je vais faire autre chose et après je reprends. Mais ouais, c'est vrai qu'on a une capacité. Mais personne me disait va coiffer tes poupées en fait. Ouais, on me disait pas tu sais, si tu veux bien apprendre à faire ça, il faut que tu t'entraînes sur tes poupées. On me disait rien. Ouais. Ça venait de moi. Après, quand on commence dans le milieu, quand on va dans le milieu pro, c'est comme si cette phrase, ça devenait alors que tu le fais par toi-même. Mais là, c'est. Mais là, c'est quelqu'un une obligation. te le dit quand même. Ouais. Et ça, c'est pour. Ouais. Pour moi, personnellement. Dès que c'était une obligation, c'était comme si ça me bloquait, en fait. Ouais. Alors que, naturellement, normalement, je le vois. Et du coup, tes études, comment elles se sont passées ? Parce que quand on cultive comme ça une passion pour quelque chose et qu'on la confronte avec... telle technique, elle se fait comme si, faut procéder comme ça, faut faire comme ça avec la cliente. Tu vois, il y a une espèce de cadre qui vient se mettre, toi, sur une activité que tu faisais déjà depuis très longtemps et que tu faisais à ta manière. Comment, toi, tu l'as vécu, tes études ? Moi, je les ai bien vécues. Je me laissais finalement quand même assez facilement driver à ce niveau-là. Okay. Alors que je viens de dire il y a 5 minutes que je n'aimais pas les obligations. Mais j'aimais bien, j'ai besoin d'un cadre. Donc du coup, là, ça y est, j'apprenais vraiment la coiffure. Donc je me laissais... en fait, je me laissais driver. Et puis après, je gardais toujours en tête mes... C'est ça, je gardais en tête mes idées, mes rêves, et puis... Et tu venais du coup piocher, en fait, des trucs qui allaient enrichir, qui allaient faire monter tes compétences. Et puis des fois, je me disais, mais ça, tu vas pas pouvoir tout de suite le dire, le faire, mais c'est pas grave, tu le garderas pour plus tard. Te prends pas la tête, en fait.
c'était un peu fais ce qu'on te demande. C'est pas grave. Toi, tu sais plus tard ce que tu feras, mais apprends. Prends, on te donne, on va te dire. C'est comme ci, c'est comme ça, même dans l'apprentissage. Et puis toi, après, parce c'est pareil, il y a ce qu'on apprend à l'école, il y a ce qu'on apprend en entreprise. À un moment donné, c'est deux choses. On se rend compte que c'est deux choses différentes. On nous dit pas les mêmes choses. Et en fait, j'avais cette capacité à faire à l'école ce qu'on me disait et en entreprise ce qu'on me disait. Et le jour où je serais moi à mon compte ou même en salon, je prendrais mes libertés. Et puis je verrais par moi-même ce qui est le mieux en fait. Ouais. Et puis et aller piocher des deux côtés du coup. Oui. Et ce qui nous correspond, parce qu'il y a tellement de techniques, que ce soit je parle technique couleur, technique coupe, ou même la façon d'être avec les clients. Il n'y a pas de règle, c'est selon toi aussi. Il y a des choses qui te correspondront à toi, qui ne correspondront pas à l'autre. Et pourtant, le résultat, il sera tout aussi bien l'un pour l'autre, en fait. Du coup, c'est important de faire le mix de ce qu'on nous apprend et de s'écouter, nous. Voilà. Enfin, je reviens toujours à la même chose, mais c'est vraiment ça. Mais même dans l'apprentissage... différentes étapes. Parfois faire un peu de rond, mettre l'ego de côté. Surtout que la coiffure, on commence au niveau des études, c'est entre 15 et 20 ans. On a un ego très surdimensionné, on est très rebelle. Mais le mieux, vraiment, ce serait, mais t'inquiète. Fais croire que oui, tu dis oui à tout. T'y vas, tu prends ce qu'il y a à prendre. Et après, toi, tu feras ce que tu veux. Sois pas pressé. Ouais. Le temps, t'as le temps. Ouais. Voilà. Non, c'est important de rappeler ça. Et dans ton école, justement, tu parlais d'ego. Est-ce que, parce que en tout cas, moi, j'ai peut-être une fausse croyance de dire que dans les métiers comme ça, artistiques, et je le vois peut-être, et je l'ai vu aussi peut-être aussi avec ma tante dans la danse, il y a beaucoup de compétitions. De se regarder, de voir qui fait mieux. T'en as une, par exemple, qui va faire plein de choses extravagantes pour attirer l'attention. Est-ce que toi, t'as vu ces types de profils dans ta formation et comment toi, tu te positionnais par rapport à ces profils-là ? À l'école, déjà, l'école, mon CAP, je l'ai fait en 1 an dans une école privée. D'accord. Donc, ce qui était différent de si tu vas en CFA, c'est que limite j'étais la plus jeune. Donc c'était que des reconversions. D'accord, ok. Donc du coup, il n'y a pas cette compétition. C'est des gens, ils savent pourquoi ils viennent. Il y avait de l'entraide, c'était vraiment chouette et j'ai jamais ressenti ça. D'accord. Et après, quand je suis allée en CFA, c'était un milieu effectivement un peu plus, je dirais enfantin. Mais donc il y avait peut-être parfois ces petites querelles, mais en fait je les voyais pas, je les calculais pas. Ouais. Mais en même temps, à vrai dire, je m'entendais bien avec plus ou moins tout le monde, donc je ne calculais pas trop ce genre de choses. Et après en salon, je me suis toujours retrouvée, et je pense que c'est pas par hasard non plus, dans des petites structures. Donc il n'y avait pas trop de points de comparaison. J'étais un peu... Même dans l'apprentissage, j'étais la seule apprentie. Et puis après, dans les salons, on n'était pas nombreux. C'était tout le temps bienveillant, des bonnes équipes. Donc, j'ai jamais ressenti ça. Et je me le suis souvent dit que si je ne suis pas allée vers des chaînes, c'était pas pour rien. Ouais. Parce que moi, qui n'ai pas l'esprit de compétition, je pense que... En tout cas, si je l'avais ressenti, j'en aurais souffert. Ouais. Okay. Donc ça m'aurait pas, trop plu. Ça t'a préservé d'être dans des petites structures. Parce qu'on n'était pas nombreux. Et finalement, quand on est nombreux dans les grandes structures, quand on me racontait... effectivement, on me racontait ce que tu me dis. Ouais. Et je me disais, ah ouais, non mais moi, si je suis là-dedans, je me fais manger, moi. Ah ouais, non, ça aurait pas été pour moi. Alors maintenant, moins, je me ferais pas manger, mais c'est pas du tout un
une atmosphère qui me plaît. Ouais. Et c'est pour ça, quand on me parle de la coiffure, moi je dis, mais je suis toujours tombée dans des petites structures bienveillantes. J'ai pas cette image de la coiffure où Ouais, compète. compète. On parle beaucoup du milieu fille. Et Oui. en fait, c'est l'image que tu t'en donnes. Moi, je m'entends... Ouais, Enfin, moi, je t'as m'entends pas- bien avec les filles. Je pas ce truc de... Voilà, c'est aussi ce que tu as envie de créer avec les Oui, gens. Et oui. j'ai jamais eu ce problème, en fait. Mm. Donc, Bah, mais trop. je pense qu'indirectement, je savais ce que je Ouais, choisissais pour me tu sentir, t'orientais pour me en sentir bien. fonction. Tu disais au tout début de l'interview que fallait que tu passes par le salon. J'ai reçu dans un précédent épisode Jeanne qui, elle, est passée des études, de son stage directement à son compte. Donc, elle est dans le milieu de la communication, dans un milieu semblable au mien. Est-ce que tu penses que ça aurait été possible de passer de l'école au fait d'être à domicile, ou tu penses que dans ton secteur, il faut vraiment passer par le salon? Je pense que... Oui, en général, c'est important. Après, les études, ça peut durer en coiffure. Tout dépend si tu fais que le CAP ou le BP, mais ça peut durer 4 ans. Et ça, c'était un coiffeur qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, pour t'estimer un bon coiffeur, déjà, un bon coiffeur, il faut 10 ans d'expérience. D'accord. Donc, de passer par le salon, alors peut-être pas autant que moi, c'est parce que j'en avais, je pense, finalement besoin, mais c'est bien quand même de faire quelques années en salon, ou au moins 1 an ou 2 ans, parce que voilà, il y a une multitude de personnes que tu vas voir, des profils différents, tu vas apprendre la rapidité, tu vas apprendre le contact client, la gestion, enfin, t'apprends tout plein de choses, et même en dehors du salon, t'apprends plein de choses sur la vie en général, donc je trouve que c'est intéressant de faire, de faire le passage, sauf si t'as, je sais pas moi, une très très grande confiance en toi, et que dans ce cas, tu commences à ton compte, tout seul, ouvrir ton salon. C'est pas impossible. Enfin, en fait, moi, ça aurait été impossible pour moi. Voilà. Mais par exemple, s'il y en a un, je sais pas moi, il a 22 ans, et il est sûr de lui, et il monte son truc, je trouverais ça admirable. Mais dans ton parcours, ouais, mon parcours, mais je pense que c'est... Mais même avec humainement, le recul, c'est intéressant quand même de passer en salon. Ok. Voilà. Donc du coup, tu fais combien d'années en salon ? Eh bien, en salon, j'ai fait si je compte avec mes études d'apprenti, j'ai fait j'ai fait 12 ans. Ok. Voilà, une bonne dizaine d'années en salon. Ok. Ouais. Et est-ce que tu peux revenir sur le déclic qui du coup t'a fait... Je suis partie. Ouais, quand t'es partie. J'étais sur Paris. C'était un salon que j'aimais bien. Il y avait une bonne ambiance et tout. Mais il y avait, il y avait moi avec mes envies et mes rêves. Et puis, il y avait mon patron qui, lui, était dans sa routine, ce qui est normal. Et donc, c'était plus compatible. Et c'était vraiment de l'ennui. Je m'ennuyais. Parce que autant quand je suis arrivée dans ce salon, j'ai appris plein de choses. Et ça m'a beaucoup plu. Mais là, c'était de l'ennui. Et puis, je lui proposais... J'en avais parlé 1 an avant que je parte. Je lui avais dit que je m'ennuyais, que j'avais envie de partir. Il m'avait dit non, reste encore 1 an. C'est là où j'ai commencé pendant cette année à lui dire que j'aimerais bien faire des stages. Bon, il m'a amené à 1 stage, alors que ça faisait déjà 5 ans que j'étais quand même chez lui sans rien, sans faire de stage. Et je voyais bien que il était dans sa vie, dans un autre mood, et moi j'étais dans un autre mood, et tout ce que je lui proposais, non, ça collait pas, il n'était pas là-dedans. Donc, au lieu de faire du forcing ou de rester à être dégoûté de quelque chose, alors que j'aime, je me suis dit, faut que tu trouves, c'est pas grave, tu trouves une autre route, quoi. Donc, j'avais pensé d'abord aller dans un autre salon, mais fallait se habituer à une équipe. T'avais cherché, en fait, ou... Non, t'avais juste pensé... J'avais pensé de me rapprocher de chez moi,
Mais en fait, là, j'assurais quoi? Une sécurité, un côté bien-être, voilà, où je serais pas très loin de mon salon. Mais en fait, moi, ce que je voulais, c'était vivre de la coiffure comme j'en avais envie. Et n'importe quel salon, tu fais pas comme tu as envie. Ou alors, il faut avant que tu fasses tes preuves pour proposer un peu tes idées, quoi. Ok. Donc, mais ce qui est dommage, parce que, enfin, en vrai, je sais pas, il aurait été partant, il m'aurait dit, bah oui, Marion, je sais pas, moi, je te mets gérante, tu vas aller faire des stages, tu vas développer telle technique, telle activité, moi, comme ça, je prendrai du temps, mais moi, je serais restée au salon, hein. Ouais. C'était pas du tout, enfin, Oui, je c'était... serais restée, quoi. Ouais. J'aurais fait, mais C'était trop pas le bien. format, c'était pas devenir entrepreneur en fait. Non, non. C'était faire les choses dont tu avais Non, non, envie moi, et je puis être m'étais- stimulé en fait Ah ouais, par de bon, nouvelles choses, découvrir de Ouais. nouvelles choses, faire de nouvelles j'aurais techniques. pu, voilà, et on aurait trouvé des idées ensemble, on aurait mis en place, voilà, ben oui, renouveler le salon, mais il était pas là-dedans, et ça, D'accord. je pense que, voilà, c'était propre à lui, et puis ça, il n'y a pas de bien ou de mal, mais on n'était plus, on n'était plus en accord. Et puis Ok. moi, à cette époque-là, j'avais 30 ans. Donc voilà, 30 ans, je passais un C'est ça. tournant, mais là, c'était, non les gars, moi j'en ai marre de faire juste des brushings, quoi. Donc Ok. voilà, c'était l'ennui. De toute Ok, façon, donc moi, c'est ce l'ennui qui me qui a- pousse à partir, c'est l'ennui, hein. Du Ouais. moment où je m'ennuie, Faut que tu sonne renouvelles, faut que tu sonnes. Faut que tu- le signal Ouais. d'alerte, hein. Mais après, si tu réponds pas à mes attentes, ben, je vais aller en trouver d'autres. Est-ce que te lancer à ton compte a été facile au tout début? Comment tu as eu tes premiers clients? Est-ce que du coup c'était des anciens clients du salon? Comment ça s'est passé? C'était pas des anciens clients du salon, parce que moi, je bossais sur Paris. Ah oui, Et que je c'était pas... vivais ouais. dans le 91. Donc, mais j'avais déjà une petite clientèle. Je bossais, Ah, tu bossais à côté. je bossais déjà à côté. Et en fait, quand je me suis lancée, ben, cette clientèle-là est restée. Et puis, du coup, en fait, autour, les gens, le bouche à oreille, disaient « Ah, ben maintenant que tu es à ton compte, je vais t'appeler. » Il y en avait, ils n'osaient pas m'appeler parce qu'ils me disaient « Attends, tu bosses déjà en salon, c'est vrai que déjà je voulais te demander, mais quand même, ça fait beaucoup pour toi. » Et en fait, ça s'est fait comme ça. Et puis toi et moi, Ouais. enfin, on a Ouais, tout sur de la suite, com et... tout de suite fait avec les réseaux. Ouais. Et du coup, ben, c'est monté très vite. Mais après, j'avais pas de déception parce que j'avais pas en fait, j'avais pas un objectif au niveau. Je me disais que ça allait marcher sans savoir comment ça allait marcher. Parce que on me dit à partir de quand tu as été. En fait, tu as eu ta clientèle et tu as été à l'aise. Donc c'est vrai que si je fais un petit retour en arrière, c'est vrai que c'est à peu près 3 ans pour qu'une entreprise prenne bien forme. Mais ça ne veut pas dire que les 3 premières années, elles sont galères. Ok, tu les as bien vécues. Oui, vraiment, je les vivais bien. Il y avait de l'évolution chaque année. Et puis après, tout dépend comment tu commences. Moi, Parce que... une rupture conventionnelle. Oui, donc du coup, ouais, c'est ça, t'as eu le chômage au début. Ce qui fait peur, c'est le côté financier. Bah, c'est ça. Ouais, comment t'as ton salaire, comment d'un seul coup t'arrives à avoir le même niveau de vie. Mais moi, le côté financier, j'ai commencé au même niveau de vie que comme j'étais en salon. Donc du coup, ça ne changeait rien. J'avais en plus du temps pour moi. Je coiffais de temps en temps. J'avais du temps, on pouvait faire notre com, on pouvait faire du coup plein de projets comme on parlait tout à l'heure, les vidéos, les photos, c'est parce que j'avais du temps. Et puis voilà. Et après, petit à petit, ça montait. Et moi, je voyais que ça montait et je me disais, nickel. C'est trop génial. Ouais, quoi. trop bien. Voilà, sans trop savoir. Mais j'étais pas inquiète. Mais en fait, j'étais pas inquiète. Je pense du moment où il y avait d'autres choses peut-être qui m'inquiétaient, ou c'est pour ça que des fois tu as plus de mal à y accéder, mais à ce niveau-là, j'étais pas inquiète. Ouais, là, ça roulait, quoi. Ouais. Trop bien. Je voulais aborder avec toi un sujet sur... parce que
Alors, je fais toujours mes phrases coupées. Hein. Je pense que Je les t'en auditeurs, maintenant, ils ont... Fais comme tu veux. Je commence une phrase, je coupe. Tu te lances à ton compte, à domicile. En termes de concurrence, entre guillemets, il y a d'autres coiffeurs, coiffeuses à domicile. Et puis, il y a tous les salons. Il y a du coup des contraintes différentes, forcément, quand tu as un salon, quand tu es franchisé, etc., que quand tu es à ton compte et quand tu fais les déplacements. C'est aussi c'est des structures de coûts différentes, etc. Donc, du coup, c'est quand même un paysage, on va dire, concurrentiel qui a différentes formes. Comment, toi, tu t'es positionné ? Comment est-ce que, ou peut-être a posteriori, hein, mais qu'est-ce que tu penses qui a été ta force par rapport justement aux concurrents et à ton concurrent direct et indirect, quoi ? Je me suis toujours dit, et ça c'était en salon, et c'était mon ancien patron qui disait ça, il y a du travail pour tout le monde. Donc en fait, encore je répète, j'étais pas inquiète, j'allais pas toucher toute la clientèle parce qu'il y en a qui adorent aller au salon. Ma maman la première. Donc, ta maman n'est même pas ta cliente. Je ne la coiffe pas, elle venait me voir, je la coiffais quand elle était en salon, mais elle adore aller en salon. Donc du coup, je me disais, déjà, de toute façon, tu vas attirer que celles qui aiment le domicile. Il y en a, elles n'aiment pas le domicile, mais elles vont être attirées par ton travail, parce que c'est toi. Donc, et puis après, je pense, la force que j'ai eue et qu'on a eue ensemble, c'est que j'avais vraiment envie de faire des choses délire. Enfin, on a pris le temps, on a eu l'idée des lunettes. Oui. Enfin, mince, je trouve plus le nom, comme tu dis, on appelle ça l'identité visuelle, ouais. L'identité visuelle. C'était d'apporter vraiment ce qui me représentait moi, donc le côté ta personnalité. Un peu humour. Enfin, pas prise de tête. Donc, et je savais que j'allais pas toucher tout le monde. Et en plus, je ne voulais pas toucher tout le monde. Il y avait des choses qui ne m'intéressaient pas. Plein de fois, on m'a dit, tu devrais aller faire les maisons de retraite. Ça ne m'intéresse pas. Je ferai les maisons de retraite si vraiment je vois que tout ce que j'ai envie de faire, ça ne marche pas. Et là, dans ce cas, oui, la raison revient et je me dis... En mode job alimentaire, quoi. Exactement. Mais là, j'avais pas envie de job alimentaire. Et je voyais qu'en faisant ce qui vraiment me faisait kiffer, en plus, je gagnais de la thune. Donc, qu'est-ce que j'allais aller me saouler à faire les maisons de retraite alors que ça allait m'ennuyer. Donc, c'était... j'avais quand même confiance... je pense en ce que je pouvais donner, même si après, au fur et à mesure du temps, on perd un peu cette confiance. Mais en tout cas, dans le démarrage, ce qui est important, c'est que voilà, je savais que j'allais pas toucher tout le monde. Ça ne m'intéressait pas de toucher tout le monde. J'avais une idée précise de ce que je voulais. De bosser avec toi, c'était vraiment chouette parce que, il y avait vraiment ces idées, on se mettait pas de limites. Donc ça, c'était cool aussi. Et puis voilà. Et puis si ça marchait pas, je sais pas, ça marchait pas et je rebondissais sur autre chose, quoi. Donc je pense pas qu'on en a déjà parlé, mais vraiment le fait de bosser avec toi sur la com m'a beaucoup apporté par rapport à mon activité. Parce que quand je me suis lancée, j'essayais un peu de donner le change, d'être un peu dans les cases, de ce qui était attendu, enfin de ce que je pensais être attendu, etc. Et en fait, quand je t'accompagnais sur... parce qu'on avait déjà fait ta récréation, un peu, tu me dis. C'est grave. C'était grave ma récréation. Sur mon dossier, là, je vais m'occuper de Marion. Alors là, ça va être... ça va, c'est cool, c'est bien. Quand j'étais salariée, en plus, je crois que j'avais publié une photo sur Facebook où il y avait 3 ordis. Il y avait 2 ordis, c'était pour la boîte dans laquelle je bossais. Il y avait un ordi, c'était toi. J'étais en train de faire l'identité visuelle. Quand ça me saoulait, ce que j'avais à faire dans mon quotidien, je faisais ça, c'était trop bien. C'était ce que tu m'avais dit. Ouais, non, c'est clair. Et
Et en fait, par rapport au fait d'être entrepreneur, etc., tu vois, au tout début, je me mettais pas mal de limites quand même. Même de limites, tu vois, même vestimentaires. C'est-à-dire que je me disais, quand je vais en rendez-vous client, il faut que je sois comme ça, alors que c'était pas du tout comment je m'habillais au quotidien. Et en fait, de te voir faire ton activité, qui est une activité qui est faite par beaucoup de personnes, tu vois, en France, etc., pour moi, de manière aussi unique, et de mettre autant de ta personne dedans, ça m'a vraiment... c'est venu, tu vois, me dire, mais en fait... juste sois toi, quoi. Va pas... parce que la manière dont tu le fais, moi, je suis persuadée que les gens, ils viennent parce que c'est Marion. Si tu le... Imagine, alors après, peut-être que... Je sais pas comment ça va évoluer, si un jour tu vas avoir une équipe, mais... J'ai du mal à m'imaginer avec une équipe parce si que alors ce sera un bordel organisé. Sandra, ils vont dire, bah non, moi j'ai envie de rigoler aujourd'hui. Pourquoi Marion n'est pas là? Après, on se fait, on a aussi, si admettons je crée une équipe, on la crée à son image. À son image, carrément. Carrément. Donc je pense. Et puis comme ça, il y en aura pour tout le monde aussi. Voilà. Mais c'est vrai que quand les gens, tu vois, te suivent aussi dans tes délires. Tes clients, ils te suivent dans tes délires, tu vois, et du coup, tu attires aussi du coup les clients qui te ressemblent. Ça va bien au-delà de la coiffure. Et du coup, ce que je voulais te poser comme question, c'était qu'est-ce qui est pour toi le plus important dans ton métier? Il y a la partie technique, etc. Mais qu'est-ce que ça représente pour toi vraiment, de ton métier, ce que tu apportes aux gens, etc. Parce que dans tous les métiers, et c'est aussi, tu vois, l'objet du podcast Pourquoi t'as fait ça, c'est que c'est pas juste c'est pour coiffer. Il y a souvent, dans tous les métiers, il y a souvent derrière quelque chose. Genre, par exemple, l'épisode d'avant, Ahmed, il disait, il est dans le chauffage, il dit, je voulais plus que les gens aient froid. Oui. Et du coup, il pensait ça au tout début, tu vois, quand il était tout jeune et tout. Et je pense qu'il y a toujours un truc, tu vois, vraiment, qui nous dépasse, en fait, qui est bien plus large que ce qu'on fait réellement. Est-ce que toi, t'as ça, ou en tout cas, est-ce que tu arriverais à le dire ou à le formaliser? Là, vraiment au début, c'est très égoïste, c'était parce que ça me plaisait en fait. C'était, je m'épanouissais à coiffer des heures. D'ailleurs, je m'épanouissais tellement que même si je prenais mes cousines et qu'elles y passaient 3 heures, honnêtement, mais elles le savent, elles m'en veulent pas, je m'en fichais si ça les ennuyait. Moi, je kiffais, en fait. Je créais là. Donc, toi, tu restes là, tu t'assois, il y a de la musique, on rigole. Tu te dis pas que je te tire les cheveux parce que c'est pas vrai. Et puis, si ça dure 3 heures, ça dure 3 heures. Entre parenthèses, toute une famille qu'on a quand même embarquée dans un tournage. Ben oui, du coup, ils m'en veulent pas. Finalement, ils sont quand même très contents, je pense, d'avoir passé tout ce temps. Et après... Je pense en évoluant, en allant de salon en salon, c'est la rencontre en fait avec les gens. Et en plus, dans le domicile, il y a une certaine intimité que j'aime bien. C'est pas juste, même si en salon, quand elles viennent régulièrement, ça devient plus qu'une cliente. Mais là, il y a autre chose. Tu rentres dans leur intimité, dans leur univers. T'as tout type de gens, t'as même des gens à la base qui te ressemblent pas, peut-être des gens avec qui, en temps normal, tu ne t'entendrais pas, mais là, voilà, il y a quelque chose qui se crée et tu trouves que forcément du bon dans la personne. Donc c'est la rencontre, je pense, après des gens et puis aussi au niveau du travail, de tout type de cheveux et de tout type d'envie mais j'aime l'humain. Et après, à partir de avec la coiffure, tu peux aussi il n'y a pas que la coiffure dans le milieu de la coiffure, il y a le côté aussi psychologique, tu rencontres vraiment la personne telle qu'elle est, quoi. Ouais. Donc je pense là maintenant dans ce que je fais, c'est la rencontre avec
avec les gens. Et même dans les professionnels, tu as tout type de professionnels différents dans le milieu de la coiffure. Et c'est ça qui me... La rencontre, l'humain. Ouais. De toute façon, je pense que si t'aimais pas l'humain, t'aurais pas pu non, faire... faut pas faire. Si t'aimes pas les gens, faut pas aller en coiffure. Parce qu'en plus, les clients, on les aime, mais c'est les plus chiants de la Terre. Voilà. Donc, faut vraiment aimer les gens. Sinon, Sinon c'est compliqué. Au premier rendez-vous, 1 sur 2, tu les tues. Voilà, tout simplement. Et la nana, elle dit, mais j'adore les gens. J'aime beaucoup les gens. Moi, si. Oui. Mais voilà. Moi, en salon, je suis déjà allée dans quelques salons, etc. Je me trouve toujours une ovni parce que je déteste parler. Je veux juste qu'on me coiffe. Alors, il faut savoir... Et je déteste aussi entendre la vie de tout le monde, en fait. Taisez-vous, en fait. Alors, je me permets de te couper parce qu'en fait, en apprentissage, on t'apprend... sachez que si on vous parle, c'est parce qu'il y a au loin le patron. Si tu parles pas, il te regarde comme ça. Donc, même nous, je voulais dire... mais je voulais qu'on enlève justement... même nous, ça nous saoule. Moi, un jour, il y a un monsieur, j'ai commencé à lui demander comment allaient ses enfants. Il m'a dit j'aime pas parler. J'ai kiffé. Il était avec son journal. J'ai dit ah putain, merci. Je vais faire ma coupe dans le silence et je vais pas faire semblant de poser des questions. Voilà. Donc, je comprends autant le client à qui ça saoule, mais en fait, nous, ça fait partie du taf. Ouais. Et autant il y en a, c'est très naturel. Oui. Il n'y a pas du tout, on va parler et ce sera avec grand plaisir. Et autant, en fait, parfois, c'est que ça fait partie du boulot. Et quand vous partez, si on n'a pas parlé, ben... Ah oui, et ben, on a une petite remarque, quoi. Voilà. D'où aussi, je me disais, c'est important de s'adapter. Et finalement, les patrons, quand tu es en salon, ça, c'est rentrer dans des codes. On te dit, il faut que tu poses des questions. Mais moi, je pense que oui, c'est important. Mais tout de suite, tu captes si la personne, elle est réceptive ou pas. Donc, on fait des questions ouvertes. Et s'il n'y a pas de retour, eh ben, laisse-la tranquille. Et à partir de ce moment-là, en fait, elle passe un bon moment. Il faut arrêter de croire que, effectivement, en salon, il faut tout le temps poser des questions, parler. Le client, il a besoin de se sentir... non, il y en a, ils ont besoin juste d'une coupe. Ouais. Voilà. Il y en a, ils ont juste besoin d'une coupe. Et ils en ont rien à faire de ce que tu as fait pendant le week-end. Voilà. Ça t'arrive à domicile aussi, que des gens un peu moins, quand non? Oui, si, ça peut m'arriver, mais... les gens, soit ils te rappellent pas, ou soit c'est quelques clients, ils sont comme ça. D'accord. Et voilà, ça peut arriver, mais effectivement, c'est... Moi, en général, c'est plus rare. non. Et puis en plus... La personne, en plus, c'est quand même une pression de faire venir quelqu'un que tu connais pas chez toi. Non, c'est clair. Bon, moi, j'ai l'habitude, donc tu débarques chez tout le monde. Je réfléchis même plus à ça, mais c'est vrai que pour certains... On sent le côté... Alors, j'ai jamais fait appel à une coiffeuse à domicile. Comment ça se passe? Il y a un peu de pression. Donc ouais. Et tu as du coup, j'imagine, des clients, des clientes que tu suis depuis longtemps. Est-ce que tu as fait un... Genre, il faudrait que tu fasses ça sur les réseaux sociaux. Genre, la cliente la plus ancienne. Combien d'années? Ouais, la plus ancienne, je sais pas, mais il y en a, je l'ai coiffée... quand j'étais en apprentissage. Ah oui. Ouais, donc d'ailleurs, on va faire un petit clin d'œil, elle va être trop fière si elle regarde, ce podcast. Farida. Farida qui me dit moi, tu me coupais les cheveux, t'avais même pas ton examen. Tu venais, tu me coupais les cheveux. Je suis ta plus vieille cliente, non? Donc voilà. Là, c'est bon, Farida, le award t'es décerné. mais c'est vrai. C'est vrai que j'en ai qui bon, et puis après, il y a mes copines. Pareil. Qui certaines m'ont servi de modèle pour passer mes examens. Donc, ouais. Et il y a quelque chose qui me vient justement parce que tu parles, tu vois, de personnes, de clientes du coup qui sont en parallèle tes amis. Et du coup, ça mêle pro-perso. Est-ce que ça a toujours été facile à gérer pour toi?
Est-ce que ça peut être un peu compliqué Ben, c'est toujours un peu compliqué, mais après, il y a les amis, je fais la différence, et les copines. Avec les amis, il n'y a aucun souci. Et le côté copinage, copine qui se crée au fur et à mesure du temps, où que je les coiffe, et puis il y a quelque chose, voilà, un lien qui s'est créé, où naturellement, tu as envie de faire plaisir. On parle de prix, hein, concrètement. De toute façon, là, c'est pas sur autre chose. Ou des fois, t'es un peu coincé, mais c'est pas irrémédiable, en fait. De toute façon, faut se dire que c'est toi qui drive. Donc, mais ça peut être délicat. Ouais. Je t'en parle parce que c'est vrai que moi, dans mon activité, j'aimerais, tu vois, avoir une relation assez détendue, assez proche des gens avec qui je collabore. Et parfois, ça met la frontière un peu floue, tu vois. Et du coup, ça peut laisser une porte à ce que quelqu'un, tu vois, utilise ce lien, entre guillemets, pour venir sur un truc professionnel. Et c'est là où, en fait, faut être assez transparent et puis, t'as ton truc business, mais voilà, ça n'empêche pas que tu peux rigoler et échanger avec la personne, mais à un moment, t'as tes réalités. Et c'est vrai que des fois, il y a juste des mini piqûres de rappel, que moi, j'arrive plus à faire maintenant que j'avais du mal à faire avant. Tu vois, où tu glisses un truc, mais peut-être qui paraît anodin, mais qui vient juste remettre, tu vois, moi, c'est mon taf quand même, tu vois. De remettre les pendules à l'heure. Mais je pense qu'après, on gagne une confiance et aussi du travail qu'on fait. Oui. Quand tu commences, t'as toujours ce truc de te dire, même d'ailleurs, si c'est pas des potes, je vais faire un prix. Tu vois, oui, sur tes premiers clients, moi j'ai eu ça au début. Non, mais je crois qu'en fait, j'ai presque envie de dire, ne luttons pas contre ça. On passe tous par là. C'est clair. Faut pas chercher à lutter. Et limite, je dis, et moi j'admire encore, pareil, celui qui arrive et qui dit, moi ce sera ses prix, et on dira, attends, tu sors d'école, mais rien, laissez. Mais c'est que le gars, il est ça y est, totalement en accord. Parce qu'en fait, c'est un peu nous. Si on fait ça, c'est parce qu'on a. C'est un manque de confiance. Un manque de confiance. On se dit que le travail, ça mérite pas ça. Du coup, on baisse et on a tendance à dire oui, mais parce que elle m'a fait comprendre, nanana. Mais si t'es carré, pour avoir fait l'expérience là maintenant, il y a bientôt 2 ans, j'ai recadré. Il y en a que j'ai perdu, et puis il y en a qui sont restés. C'est ça. Et je me dis, en fait, c'est que c'est toi. Et puis, si tu les perds, tu les perds, quoi. Tu récupéreras c'est ailleurs. Ça, c'est que, en fait, même... C'est un alignement. Si tu es vraiment sûr de ce que tu fais, le truc, il passera. Si toi-même, tu es là à dire, attends, je vais lui balancer ça, mais même moi-même, je suis pas sûre. Ça passera pas, ça se voit. Je pense que c'est écrit quelque part. Je suis pas à l'aise. Tu peux négocier, ça va passer nickel. C'est ça. Je te balance ça, mais franchement, si tu négocies, je vais te dire oui, vas-y, parce que sinon, je n'endormirai pas bien de la nuit. Que si, en fait, tu es totalement en accord. Et en fait, du moment où tu l'as compris, c'est pas terminé. Hein. Il y a des fois, je le vois que je suis pas en accord. Oui. Mais tout de suite, c'est plus simple en fait à régler. Je me dis, là Marion, c'est qu'il y a un truc, si t'es pas sûr ou si t'oses pas, c'est qu'il y a un truc à creuser avec cette cliente ou avec cette technique, j'en sais rien. Mais c'est qu'il y a un truc, parce que sinon, tu t'en fous. Tu donnes ton truc, tu veux pas. Je vais faire quoi? Mais je vais aller regarder une série en fait, parce que je préfère rester chez moi vraiment que me déplacer pour carrément, ça. Carrément. Et sans culpabiliser. Vraiment, je vais peut-être même dormir. Donc, non, c'est vrai que je pense que c'est un travail sur nous. On a tendance toujours à. Mais même, je te dis ça là maintenant, mais demain peut-être je critiquerai
je critiquerai une cliente, mais on a tendance, tu sais, à toujours remettre la faute. Oui, mais c'est vrai que ça vient de nous. Là, je suis en plein changement de grille de prix parce que du coup, c'est pas. Je me rends compte qu'il y a plein de choses qui sont pas rentables dans mon activité. Puis les pâtes, elles ont augmenté aussi. Je pense qu'il y a ça. Et au final, et je vois donc là, ça fait plusieurs mois que j'ai des nouveaux prix. Et ben, j'ai autant de clients, si ce n'est plus, en fait, qui acceptent. J'ai très peu de négociations. Et en fait, j'avais de la négociation quand les prix étaient bas. Ouais. Et du coup, qui attirait une typologie de clients qui, de toute façon, allaient vouloir gratter, etc. Alors que là, les gens, ils disent « Ok, en fait, il n'y a même pas de négo. » Tu vois, alors, Ahmed me dirait « S'il n'y a pas de négo, c'est que c'était encore pas assez cher. » Oui, c'est une autre façon. On pourra plus tard, dossier l'année prochaine. Ouais, là, je ne suis pas prête encore. Là, c'est un autre niveau, là. Laisse-nous arriver. Laisse-moi déjà gérer ça. Et après ça, ok, on en parlera. C'est clair. Mais c'est vraiment... Et puis aussi, ce qui m'a permis d'être plus sereine par rapport au prix, c'est de mettre noir sur blanc ce que j'apportais aux clients. C'est-à-dire qu'il y a la prestation en tant que telle, mais il y a aussi, tu vois, j'imagine de ton côté, par exemple, un gain de temps. Genre, ça s'insère dans ton planning. Genre, tu gagnes un temps de ouf. On vient chez toi. Tu vois, il y a des en fait, il y a de la valeur. À l'expliquer. À l'expliquer, ouais. Mais et je les comprends aussi qu'ils comprennent pas, en fait. Donc, c'est vrai que c'est bien comme tu dis, de l'expliquer. Mais parfois aussi, il faut pas trop se justifier. Oui, carrément. On l'a expliqué une fois. T'as envie de le comprendre, c'est bien. T'as pas envie, je vais pas revenir dessus. Parce qu'il y a un moment, c'est comme si on se justifiait vraiment bien sûr, qu'on donne parce qu'on n'est pas sûr de soi. Non, je vais, voilà. Non, c'est clair. Je recadre au niveau du travail, je réponds aux questions. Moi, il y en a, elle m'avait déjà posé des questions, j'ai expliqué. Et d'ailleurs, je pense que j'étais tellement sûre de ce que je disais qu'elle me disait « Ah oui, ok, je comprends. » Alors après, ça ne veut pas dire que je peux. Je ne peux pas forcément financièrement. Mais tu comprends, bah oui. C'est pas grave. Bah oui, moi, je comprends aussi que tu puisses pas. Mais moi, je ne vais pas venir pour 3-4 heures de boulot. Enfin, même pour 100 euros. Et pourtant, tu vas me regarder, tu vas me dire, mais 100 euros, c'est une grosse somme. Mais ouais, c'est une grosse somme, mais je ne vais pas non plus me mettre à te détailler tout ce que tu as derrière. Se passer dans cette somme et ce qui va me rester dans ma poche. C'est ça, et de puis, la gestion de ton entreprise et tout. J'ai presque envie de dire, si j'ai décidé que moi, je voulais gagner, je suis à mon compte et que moi, mon objectif, c'est de gagner 50 euros de l'heure. Non, mais je sais pas. Bah oui. On va me regarder, on va me dire, t'abuses. Non, mais si c'est mon objectif, je me suis mise à mon compte pour ça, je vais y arriver. Bah oui, c'est clair. Enfin, parce que dans le prix, il y a cette partie de ta réalité, de tes charges, etc. Mais il y a cette partie de valeur perçue, en fait. C'est-à-dire que la valeur que tu mets dans ce que tu apportes. Et ça il n'y a que toi seul qui peux le définir. Donc, même si la personne ne comprend pas, mais c'est comme ça que toi, tu te positionnes. Mais c'est clair qu'il faut l'assumer. Sûr. Oui. Et c'est là où le problème il vient souvent, c'est que on est là, on se dit mais est-ce que j'assume réellement ce que je suis en train de faire, est-ce que ça me correspond vraiment, mais ça c'est mais je pense que c'est un travail de toute une vie et que même moi les coiffeurs que je suis, ou si on parle de prix, on est là, je me dis mais c'est quoi ces prix de malades qu'ils font, et pourtant ils sont blindés. Mais je pense qu'ils sont blindés, ils ont confiance en ce qu'ils font, mais je pense qu'ils ont aussi d'autres pertes de confiance à d'autres niveaux. À d'autres niveaux, carrément. Ils se remettent, même eux, à leur niveau tout le temps en question. Et puis en fait, dès que de ce que j'observe, et là, d'autant plus qu'en ce moment... je vis des transformations qui sont quand même assez compliquées. C'est que, en fait, tu passes un niveau avec un peu de difficulté où tu as des remises en question, etc. Et puis tu arrives à trouver un truc où tu es aligné. Et en fait, ça vient t'amener d'autres choses. Et en fait, tu vas
revenir sur un truc qui va te coincer, qui va te mettre mal à l'aise, etc. Et en fait, c'est comme ça et ça sera comme ça. Et donc, du coup, tu vas pas genre arriver juste, t'as monté une marche et puis tu fais ah bah là, je suis tranquille jusqu'à la fin de ma vie. Non, mais faut pas lutter. Je pense qu'il faut pas lutter contre ça. Enfin, faut pas se dire là, j'ai monté la marche et je serai tranquille. Bah, tu seras peut-être tranquille, mais il y a peut-être autre chose qui va arriver, mais ce sera pas pire que la marche que t'as déjà montée, en fait. Enfin, parce que si ton but ultime c'est d'arriver je sais pas là où tu veux arriver et qu'il n'y a plus rien après bah, je sais pas, tu te fais chier de toute façon, c'est clair. Donc non faut avoir confiance et puis pas avoir peur des remises en question, et que des remises en question il y en a tout le temps à tout niveau et des fois il y a même des sortes de petits retours en arrière. Bon bah, c'est pas grave. Et puis c'est vrai que la situation actuelle, c'est compliqué d'être en accord de comment dire, quand on voit comment financièrement c'est compliqué pour tout le monde et pour nous-mêmes, et que notre travail, on a envie de le valoriser, même avec le prix, on se dit mais c'est pas en accord avec ce qui se passe, comment on fait. Donc ça peut être que un petit mauvais moment à passer pour tout le monde, en fait. Voilà, et puis après, pour rebondir peut-être plus haut c'est vrai quelques années... le contexte, ça me fait rire parce que hier, je reçois une notification. Donc, on a un compte en ligne commun avec Ahmed et tout. Je reçois une notification et je vois Eni Gaz et je vois 90 €. Et du coup, je lui dis, c'est quoi ça ? On éteint toutes les lumières. On n'allume plus rien. Enfin, en fait, non, le gaz, même pas en fait, ça s'appelle Eni Gaz, mais c'était l'électricité. Et du coup, on ne fait plus à manger. Et du coup, je l'appelle carrément, tu vois, genre en panique. Je vois le notif, je fais c'est quoi ça ? Il fait mais c'était un rattrapage de 2 mois. Pourquoi ils font un rattrapage ? Il me dit non, tu n'es pas au courant. Ça te commentait ? Oui, on payait 40 €, pourquoi on paye 90 €? Et il me fait oui, c'est normal, c'est ça. Bah eux, ils sont alignés, hein, ils se posent pas de questions, ils dorment bien la nuit. Hein. Ah oui, non. Je t'assure que eux, tu vois, ça, ils vont dire oui, tout à fait. Je lui dis, ah bah attends, j'éteins les lumières. Il me fait, non mais ça ne change rien. Il s'est foutu de moi, tu vois. On mangera de la salade. mais c'est vrai que tu vois les entreprises, enfin les grosses entreprises, bah, tout de suite, tu sais, ça s'aligne, machin, nan. Nous, en tant qu'indépendants, en tant que solopreneurs, etc., on va plus avoir du mal à... Mais il y a de l'affect. Dans les grosses entreprises, il n'y a pas... impacter, tu dis, je vais pas faire x2, en fait. Non, arriver avec mon x2. Alors que tu vois, quand il y avait l'essence qui avait grimpé quand tu faisais tous tes trajets et tout, bah, ça devait impacter ta marge de fou, quoi. Bah après, il faut trouver d'autres solutions que tout de suite augmenter les prix aussi. Tu peux réussir à... Tu rassembles... tu rassembles tes rendez-vous, tu te limites à ça. T'essaies de rationaliser un peu. Parce que tu peux pas, tout ne fonctionne pas non plus. Mais vous m'aviez dit que c'était 80 €. Non, c'est 160. Voilà, merci. Parce qu'en plus, j'ai eu la bonne idée d'habiter Boulogne. Et j'ai pas les moyens, mais en tout cas, je suis là. Et le canapé est très confortable. On adore. On est bien, on est cosy. Pour ceux qui écoutent et qui ne voient pas la vidéo, sachez qu'il y a la vidéo déjà sur YouTube. Si vous voulez nous voir en mode cosy sur le canapé de Boulogne. Sachez que demain, je vais chez le coiffeur. C'est très dommage. Donc ne critiquez pas la coupe de la coiffeuse. Okay. Et je suis pas... j'ai pas mangé beaucoup elle est pas ballonnée. De raclette, c'est que j'attends un bébé. Il y a un autre être à l'intérieur. Qui va me coûter beaucoup de sous. Donc, je préfère vous dire que attention. Toutes mes clientes, si jamais vous m'écoutez, le retour cet été va faire mal. Voilà. Préparez vos porte-monnaies. Ah là là. On arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu veux nous dire un peu comment tu vois un peu l'avenir, l'évolution ? Est-ce que toi, est-ce que tu as des plans ? Est-ce que tu as des projets secrets ?
est-ce que tu te laisses porter et c'est pas forcément défini? Comment toi tu envisages l'avenir? Là, l'avenir, le fait que Oui. j'attende un bébé, c'est C'est déjà beaucoup. c'est déjà beaucoup. Par contre, des projets, oui, j'en ai. Mais après, j'en parle pas vraiment parce que comment dire, je suis assez. Des fois, j'ai des projets et ils se réalisent pas, voilà, parce que je change d'avis constamment. Voilà, ça fait partie Mais de on moi. peut. Donc, Tu vois, moi, des fois, j'annonce des trucs sur les réseaux sociaux, ça Oui. n'arrive pas. voilà, c'est ça. Moi, des fois, j'ai plein d'idées et puis voilà, et puis ça se fait pas. Donc, mais par contre, bon, là, je le perds un peu parce que je pense que je dois être vraiment dans d'autres choses, mais ce que j'aspire vraiment pour moi dans les prochaines années, c'est d'allier autant ma vie personnelle avec voilà, un bébé ou peut-être deux plus tard, et continuer quand même à vibrer et puis même à pouvoir être amenée carrément à voyager avec mon travail, alors que c'est des choses que Ouais. j'aurais pu faire sans vie de famille, Oui. mais que ce soit pas incompatible Oui. et que je puisse vraiment aller vers des rêves que j'avais en étant gamine, que j'ai pas encore réalisés, et que je me dise pas ouais, mais ça c'était avant qu'il fallait le faire, parce que là t'approches, dans quelques années t'as 40, t'auras peut-être 2 gosses, t'auras une vie de famille, qu'est-ce que tu vas faire tout ça? Ben non, je me dis que je le ferai. Je le ferai peut-être pas aussi... j'ai même pas envie de dire aussi grandiose, peut-être pas... Si, ce sera tout aussi grandiose, mais... Peut-être pas la même forme, peut-être pas de la pas même manière. forme, Ouais. peut-être pas la même fréquence, la même cadence, mais que par contre, je puisse quand même continuer à réaliser ces quelques rêves et projets que j'ai. Et Trop même bien. si j'ai une... voilà. Je te Même le si j'ai souhaite une vie de de famille. tout cœur que tu puisses faire ça. Durant toute l'interview, tu as beaucoup parlé de cadre, de règles, mais surtout beaucoup de liberté. Et tu me dis si je me trompe, mais ce que j'ai envie de retenir, c'est qu'en fait, à différentes phases de ta vie, tu as adapté en fait ta liberté, la définition que tu as de la liberté, de ta liberté, par rapport à ta propre évolution et de ce que tu voulais. Et là, quand tu nous parles aussi, tu vois, avec bébé qui arrive, avec ta vie de famille, etc., des choses que tu veux faire et du coup de la liberté que, au final, tu t'inventes et que tu vas faire à ta sauce. Mais la liberté, elle est toujours... Enfin, c'est un peu un fil conducteur, Oui. j'ai l'impression, chez toi. Ça fait partie du number one dans mes valeurs. Ouais. Mais je pense qu'on peut... Comment dire? Quand j'étais en salon, je me sentais libre à ce moment-là. En fait, je pense qu'il y a différentes façons de se sentir libre à différents moments de sa vie. Quand j'étais en salon, vu que ça me plaisait, je me sentais libre. Et pourtant, on va me dire, mais t'avais un patron, t'avais des horaires. Ouais, mais ça... En fait, du moment où ça nous convient, C'est ça. je me dis qu'on se sent libre, en fait. Et du moment où je me sens, emprisonnée, ou je m'ennuie, où il y a un truc, faut que je parte. Faut que je prenne mon envol ailleurs. Et peut-être, et d'ailleurs, je sais pas, hein, peut-être que dans 10 ans, pour X raison, je retournerai en salon et ça me conviendrait. J'aurais autre chose à apporter, j'aurais un bagage, j'aurais été à mon compte, je pourrais me présenter autrement que quand j'avais 20 ans. Enfin, donc en fait, tout est dans un salon à New York. Dans un salon à New York. Très drôle que tu dises New York. Parce que c'est ma ville, on m'a dit, de prédilection. Et ben voilà. Je sais pas. La vie est longue. Peut-être que j'irai à New York. En tout cas, tu te mets aucune barrière. Non, et je me mets pas de barrière, mais après je suis pas quelqu'un de pressé et je prends le temps. Et c'est vrai que si on me dit mais c'est dommage là, pourquoi tu t'y mets pas tout de suite, c'est quoi tes rêves, pourquoi tu les mets pas en marche? Parce que moi des fois en plus j'ai pas envie en fait. Enfin je me laisse je me laisse vivre. Il y a des moments où je vais être au taquet, il y a des moments où je vais être vraiment beaucoup plus
beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Et donc, Tu sais ce que tu dis là, je me renseigne beaucoup et c'est un sujet qui monte beaucoup dans le milieu de l'entrepreneuriat, ce qui s'appelle le slowpreneuriat. Et du coup, c'est des gens en réaction à, tu vois, l'univers un peu start-up où tu fais des levées de fonds, tu bosses de 8h à 23h non-stop tous les jours, tu bosses le week-end et tout. Bah, en fait, il y a des entrepreneurs qui aspirent à quelque chose de totalement différent et qui veulent profiter de la vie et qui veulent être dans un équilibre vie pro, vie perso, qui veulent avoir quelque chose de sain, qui veulent construire des choses durables dans le temps, qui veulent profiter et prendre le temps d'apprécier aussi chaque étape, chaque élément du processus. Et du coup, je pense que tu t'inscris et que tu es un slowpreneur, une slowpreneuse. C'est ça, très, très, très slow. Même si parfois ça pourrait me faire peut-être kiffer un laps de temps de bosser de 8 heures. C'est pareil, à 23 heures, mais je pense que ça, en fait, ça t'arrive toujours à un moment donné, mais dans le temps, tu tiens pas. Bah, c'est ça. Voilà. Et du coup, privilégier la qualité de vie. Fournir du travail pour arriver où j'en suis. Fournir, oui, mais pas que, en fait. Enfin, doucement. Puis c'est un peu cette vision de je travaille à fond, tu vois. On me dit ça, je crois que c'est aux États-Unis, ils appellent ça le hustle, tu vois. Genre, tu travailles à fond parce que après tu auras la liberté financière, mais après quoi? Après, tu n'auras jamais la liberté financière. Pourquoi tu profites pas là maintenant, tu vois. Ça c'est beaucoup de réflexions, tu vois, qui me font revoir aussi la manière dont je veux construire. Parce que quand tu te lances, tu as ce truc de liberté. Je pense que ça, c'est commun à tous les entrepreneurs, tu vois. Genre, tout le monde veut de la liberté et tout, mais en étant entrepreneur, tu peux vite t'enfermer dans un truc où tu n'as pas de liberté et que tu as beaucoup de stress et que tu n'as pas... Et du coup, je pense que c'est important de... Il y a des inconvénients de toute façon dans tout. C'est sûr. Donc après, il faut juste savoir... faut savoir poser ses limites. Il faut savoir quels sont les inconvénients qui te dérangent le moins. Ou alors, on parle tout de suite d'inconvénients ou non. Ou tout simplement, il y a des inconvénients, mais tu les vois pas parce que tout ce qui est positif à côté prend le dessus, quoi. Carrément. Donc, Carrément. Soyons slow. Prenons le temps. Prenons le temps. Bah là, je peux te dire que le temps, je le prends vraiment, là. Quand on m'a dit profite et dors, et ben c'était exactement ce que je fais. Parfait. Et le soir, je culpabilise même pas. Ouais. Ah non, t'as bien raison. On arrive aux 2 dernières questions du podcast. La première, c'est est-ce que tu as des ressources, ça peut être des livres, des films, enfin, quel que soit le format, à proposer aux auditeurs qui, toi, t'ont fait avancer dans ton cheminement de vie et qui t'ont permis d'évoluer, d'apprendre. Est-ce que tu as des ressources à partager ? Ce serait des livres. Je suis j'aime bien tout ce qui est développement personnel. Je m'y suis mise depuis, je sais pas, quelques années. Et il y a 2... Parce qu'on me l'avait déjà posé... Cette question. Enfin, j'avais déjà répondu à cette question. Il y a le livre La maîtrise de l'amour qui est écrit par comment il s'appelle, Don Miguel qui a fait les 4 accords Toltec, qui m'a énormément plu, que j'ai lu même 2 fois et je me dis que je relirai. Et il y avait La puissance de l'acceptation de Lise Bourbeau qui est ouf. Mais vraiment. Et celui-là, je l'ai lu qu'une fois. Et c'est des livres, je me dis, mais il faut les lire régulièrement à des moments, à n'importe quel moment de notre vie d'ailleurs, qu'on soit dans le bad, dans un bon mood, justement parce que on les lit pas de la même façon, on perçoit pas du tout les mêmes choses, et c'est vraiment 2 livres qui m'ont plu. Et pour le coup, Lise Bourbeau, j'aime vraiment beaucoup tout ce qu'elle ce qu'elle fait. Moi aussi, j'ai lu des livres d'elle. Et surtout quand on lit ses livres, elle est dans l'évolution. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'elle
elle se remet en question. Elle a dit des choses dans un livre où elle dit, vous voyez, en parlant, en voyageant, en discutant avec les gens, en fait, finalement, je me suis rendu compte que non, c'était pas forcément comme ça. Et c'est ça que je trouve intéressant, en fait. On veut toujours trouver un truc qui bougera pas. Et en fait, mais non, ça bouge tout le temps. Ouais, trop bien. Et la dernière question, je propose aux invités de passer le relais au prochain. Et du coup, je te demande qui tu verrais à ta place pour cette interview. Je verrais bien ma tante Nelly. Trop bien. Nelly Marty, voilà, qui, je pense, elle... tu es nominée. Aurait beaucoup de choses à raconter, et même dans son évolution professionnelle et même personnelle, vraiment. Et puis, je pense aussi à ma cousine Manon, c'est que de la famille, qui, elle, récemment, s'est lancée avec des amis dans un projet où elles ont monté une association Handy-Sitter. D'accord. Qui est, comment dire, pour... je veux pas dire de bêtises, mais c'est des enfants autistes, c'est des maisons où ils les accueillent et ils s'occupent d'eux. Et c'est un projet quand même qui est difficile. Elle, en termes de reconversion professionnelle, elle saurait dire qu'elle a pas mal bougé. Et je pense que, ouais, voilà, ce serait... Trop bien. Je contacterai du coup Nelly et Manon de ta part pour participer au podcast. Nelly, c'est sûr qu'elle va te répondre oui. Et Manon, faut qu'elle ait le temps. Entre deux... On va trouver. Est-ce qu'elle aura eu le temps de dormir Est-ce que... voilà. Mais, ok. Non, cool. voilà, ce serait deux personnes de ma famille. Super. Qui, je pense. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. Merci à toi. Finalement, c'était cool. T'as vu ? C'est vrai. Oui, parce que Marion stressait. Ouais. Je me suis dit, mais est-ce que je vais pouvoir parler comme quand on parle toutes les deux ? Et finalement... Presque. C'était à presque 2-3 blagues que j'ai gardées pour moi. Oui. Reste correct. Mais non, c'était cool. Ok, top. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, à dans 2 secondes parce que nous, on se quitte pas. Exactement. Ciao, ciao. Bye. Cette conversation était rafraîchissante, vous ne trouvez pas ? En off, Marion m'a confié que cette conversation lui a fait du bien. Elle s'est rappelé pourquoi elle fait les choses ainsi. C'est souvent ce qu'on oublie quand on est pris dans le quotidien et qu'on manque de recul. J'espère que cet épisode vous a permis de prendre ce temps, de ne pas céder au rush de la vie d'entrepreneur ou même de la vie tout court, de ne pas se comparer et de trouver sa propre liberté. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi vite pour être averti de la sortie des prochains. Je t'invite chaleureusement à nous laisser une note de 5 dans les avis Apple Podcast et Spotify. Tu nous aideras à faire connaître le podcast et peut-être, qui sait, à changer la vie ne serait-ce que d'une personne. À très vite.